Votre dimanche politique se poursuit sur E-Télé. Merci d'être nos alliés au quotidien. C'est l'heure de recevoir et d'installer notre consultant politique Agapit Napoléon Mafoulikan. Bonjour, bienvenue. Bonjour Latifou, bonjour à tous nos téléspectateurs, bon dimanche à toutes et à tous. C'est la troisième escale ce matin de ce dimanche-là. Merci d'être toujours là, consultant politique, télé-expert en gouvernance, expert électoral, consultant en médias et communication. Par ailleurs, ce matin, on vous aura sur deux sujets d'actualité. D'abord, la gestion de Covid, la gestion de la prévention contre Covid-19 et puis l'actualité au niveau de l'ANC. Vous passez après Amoussa Raimi et après Dr Melchior Aïssi. On peut s'assurer que il y a quand même des efforts pour porter l'information, la dangerosité de ce virus-là à la population, non pas pour paniquer, mais pour prendre des précautions. Merci Latifou, bonjour encore à tous nos téléspectateurs. Oui, en effet, après le passage du docteur ici et donc de notre maître Raimi Amoussa, on peut dire effectivement quand même qu'on a essayé, d'ouvrir un coin de voile encore, ça peut dire, sur cette maladie dont nous parlons depuis maintenant un bon bout de temps, parce que l'actualité de la semaine a été ça pratiquement à cause de la découverte du premier cas et des initiatives prises par les gouvernements africains notamment et le gouvernement béninois depuis le conseil extraordinaire du 18 mars dernier. Donc après ces deux passages, on peut dire que nos populations sont suffisamment ont suffisamment d'informations à disposition et que donc nous devons, le front commun contre cette maladie doit se mettre résolument en place. Et se consolider parce que chacun doit comprendre qu'il est de l'intérêt national et de l'intérêt de chacun donc de prendre au sérieux les recommandations du gouvernement auxquelles s'associent toutes les communautés, toutes les confessions religieuses, toutes les personnes, beaucoup de pays de personnalités, des partis politiques et autres. Je pense que tout le monde aujourd'hui est conscient, est convaincu que ce mal est plus pernicieux qu'on ne le pensait et que sans une coalition forte et efficace, on ne peut pas y arriver. Est-ce que la mobilisation déjà, elle peut être rassurante déjà de votre analyse? Je pense que suffisamment ce qui est dit essaye de pénétrer les esprits. Après, bon, vous savez, les incrédules ont toujours existé. Mais il est évident qu'à partir du moment où on sort des chiffres tous les jours, on montre la situation dans le monde, en Afrique, à nos portes, les décisions prises ça et là, je pense que ça finira par convaincre les nôtres. C'est vrai que là, vous en parlez, hier en Italie, c'est quand même 800 environ de personnes qui ont péri en 24 heures. Ça devrait quand même tuer l'incrédulité. 800 personnes, pardon. Ça doit tuer l'incrédulité. Oui, encore faudrait que les gens soient conscients et soient informés. Il y en a qui ne sont pas du tout informés, qui ne se donnent aucune peine de le faire. Sinon, même ce qui est fait au niveau des médias locaux, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des sites, au niveau aussi, ce que fait directement par le gouvernement sur sa page, les spots produits, tout ça devrait normalement suffire. Et curieusement, bon, on ne sait pas, mais je pense qu'un groupe quand même suffisamment important commence par être atteint. Mais ce qui est bizarre, c'est justement cette tendance à réclamer qu'on nous ferme, qu'on fasse comme les pays limitrophes, qu'on fasse comme tel pays, et qu'on ferme, et chacun développe son argument. Alors nous-mêmes, on a toujours développé notre argument. On a montré que oui, c'est peut-être ce qui était attendu par beaucoup, mais que le gouvernement a dû mieux réfléchir comme franchement celui à qui on a confié une mission pour mieux faire. Et donc l'option gouvernementale n'est pas une option du tout saugrenue, c'est plutôt une option bien pensée et bien conduite parce que on a le temps de voir venir. Et en même moment, des mesures radicales et draconiennes sont quand même prises pour confiner cette maladie. Je pense que l'un dans l'autre ne peut pas dire que rien n'a été fait. Et donc, il appartient à chacun de comprendre que nous ne pouvons pas aller tous dans la même direction. Et pendant que eux ils pensent qu'il faut fermer, il y en a qui pensent qu'il va le laisser ouvert. Mais c'est vrai que quand on voit, on va dire, la Russie fait ce qu'elle fait, la France et autres, effectivement, les critiques et les réclamations de fermeture, on peut les comprendre. Vous les comprenez, les critiques et le débat autour?
Si on veut rentrer dans une histoire de mimétisme, oui, on peut les comprendre. Parce que pas. Tout le monde fait, donc. Parce que oui, mais là également, c'est vrai que les informations qui viennent d'ici et d'ailleurs ne sont pas toujours intéressantes, enfin en tout cas, ne sont pas toujours rassurantes. Et là, se disent, mais bon, pourquoi nous, on ne ferme pas alors que les autres ferment? Pourquoi le Togo ferme et le Bénin ne ferme pas? Pourquoi le Nigeria ferme et le Bénin ne ferme pas? Pourquoi tout le monde ferme? Donc, le Burkina n'a pas fermé, à mon avis, radicalement. Oui, bon, même si on passe à un couvre-feu pratiquement à partir d'hier. Oui, à cause de la multiplication des cas. Donc, quand on regarde tout ça, non, il ne s'agit pas donc d'être rassuré ou ne pas. Il s'agit de convaincre chacun qu'il est la clé, qu'il est une des clés, mais une clé importante, une clé stratégique à la gestion de ce dossier. À savoir, si tout le monde fait ce qu'il doit faire, plus besoin alors de réclamer la fermeture ou non. Oui, c'est clair. Si tout le monde fait ce qu'il doit faire, on n'aura même plus besoin donc de cela. C'est ça le point fondamental. Si tout le monde suit les consignes données ça et là, et notamment par le gouvernement, si tout le monde se rend compte que c'est un mal qu'on peut chasser en étant discipliné et organisé, moi je pense qu'il n'y a plus à réclamer qu'on ferme les écoles. Il y a simplement qu'à prendre les directions pour que les mesures idoines soient conduites. Voilà. Alors, vous suivez le dossier matin et soir, en tout cas chaque jour. Vous êtes sur les plateaux pour en parler depuis lundi dernier et même avant. Alors, des mesures individuelles, ces exhortations notamment au lavage des mains, ces petites choses pour tuer ce mal qui fait si peur, est-ce que ça commence par prendre ce que les gens font comme effort? Est-ce que ça vous rassure? C'est trop tôt pour le dire, c'est vraiment trop tôt. Mais vous savez, vendredi dernier, on en a parlé, lorsque l'Église catholique prend une décision aussi grave, de fermer de ne plus célébrer l'Eucharistie, de maîtriser un certain nombre de manifestations et religieuses, surtout en ce temps de Pâques et de Carême. Donc, c'est une mesure grave. C'est une mesure grave qui montre combien l'Église est préoccupée par la gestion du problème. C'est vrai qu'on est en Italie, c'est vrai qu'en Italie, la papauté est installée en Italie. Beaucoup de prêtres. Alors donc, il y a un certain nombre d'allées de venir vers le Saint-Siège. Oui, c'est normal. Je pense que la conférence épiscopale du Bénin a pris les taureaux par les cornes et s'est mis vraiment à l'avant-garde de la lutte contre ce coronavirus. Et puis quand on parle de l'Église, il faut généraliser pratiquement parce que bon, toutes les autres confessions religieuses, la plupart en tout cas, celles qui sont les plus importantes dans le pays, ont eu l'occasion donc de prendre la parole et donc d'emboîter le pas à l'Église, soit de rentrer dans un consortium privé et qui donne quand même la clé de la lutte aux citoyens qui empruntent les moyens de déplacement. En somme, on peut dire que la mayonnaise commence par prendre, sans doute, on aura des résultats. On peut l'espérer. On espère vraiment. Alors, il y a tout de même ce débat, notamment, même si on a déjà évoqué les frontières, ce débat qui concerne les écoles, principalement, encore une petite chose là-dessus, il faut ou non fermer les écoles, il nous faut ou non les enfants et nos frères à la maison, ça, la toile s'enflamme, tout le monde espère ou non, parle. Oui, bon, cette question d'école est une question qui est revenue plusieurs fois, surtout lorsque quand un pays limitrophe ou un pays africain ferme une école, on dit, mais voilà, ils sont plus responsables, ils sont ça. Non, je pense pas que, je trouve que notre gouvernement et le temps le dira, l'avenir le dira, j'espère bien, notre gouvernement a été très lucide et très intelligent. Ça, je suis peut-être pas qualifié pour les juger. Donc, il y a un risque à fermer les écoles? Oui, il y a un risque à fermer les écoles. Laquelle? Avec le recul. Oui, avec le recul. Il faut qu'on nous ayons parfois le courage de dire qu'on a simplement trompé d'analyse. Parce que, en fait, tout le monde dit on ferme. On ferme tout, on se met en quarantaine. Mais la quarantaine, vous savez, en Europe, les gens se sont en quarantaine, mais ils suivent des cours à distance. Tout à fait. Les gens sont en quarantaine, mais on leur propose des programmes. Mais qui va nous proposer, nous, des programmes? Nous, les pas. Nos enfants, ils sont en quarantaine, on les met à la maison. Mais quel parent va rester pour les suivre? Est-ce que l'administration publique est fermée? Regardez combien de salariés ont leurs enfants à l'école. Est-ce que les entreprises privées, est-ce que cette télévision est fermée? Si elle n'est pas fermée, toutes les personnes qui travaillent ici et qui ont des enfants à l'école, ils vont faire quoi des enfants? Il y en a qui déposent les enfants à l'école le matin et qui passent les soirs à les prendre.
Mais si l'école est fermée, qui va s'occuper des enfants? On va les retrouver à la plage. On va les retrouver dans les marchés. Certains parents vont dire qu'il faut me suivre pour aller au marché. Mais en allant au marché, le risque est là. Si on ferme les marchés, qui va nous vendre à manger? Comment les vivres vont circuler? Mais c'est ça. Les Européens ont des moyens pour pouvoir s'en sortir. Moi, les pays africains qui disent on ferme, on bloque. Mais je veux bien voir comment ils vont s'en sortir. Prions pour que cette affaire finisse tôt. Parce que personne n'a intérêt à ce que ça tarde. Mais si ça tardait, c'est pas mon souhait. Comment on va faire? Quand on a dit tout fermé là, ils vont faire quoi? Ils vont rétro-pédaler. Et c'est là que notre gouvernement aura raison. Et comme d'ailleurs il l'a souvent, parce que l'analyse précède l'action. Or, dans beaucoup de cas, c'est l'action d'abord et l'analyse après. Non, on ne peut pas fonctionner de cette manière. Donc, vous avez parlé opportunément de l'école. Je suis d'accord avec vous. C'est une question qui revient. J'ai lu quelque part que des parents d'élèves ont demandé que les écoles soient fermées. D'accord, mais c'est qui ces parents d'élèves? Qui sont-ils? L'association des parents. Oui, c'est l'association. Est-ce que le bureau de l'association a consulté les parents, de tous les parents? Oui, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Donc, il ne faut pas créer une polémique, on ne va pas le faire. Même les catholiques, la direction de l'enseignement catholique aurait aussi introduit une demande comme ça. Ouais. Elle aussi rejetée. Oui, elle aussi rejetée, puisqu'il n'y a pas de courant d'école, il n'y a pas de type d'école, il n'y a pas de calendrier. C'est l'enseignement, c'est l'enseignement. Nous avons un calendrier scolaire universitaire qui s'impose à tout le monde. Surtout qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait de sorte que les grèves soient contenues dans un créneau donné, dans un timing harmonisé. Dans un cadrage. Donc, on ne peut pas faire 2 programmes dans une année parce que tel a demandé. Et la question est de savoir quelle est la pertinence de la décision. Que l'Église catholique décide de fermer les temples, enfin les paroisses, les chapelles et autres, c'est son droit parce qu'elle a analysé, elle se rend compte qu'elle ne peut pas assumer et dit autant fermons pour pouvoir parler au plus précis. D'accord, c'est une bonne... Parce que aussi peut-être d'autres alternatives s'offrent aussi aux fidèles. Ça. Oui, mais de toute façon, ils ont plus la décision. Mais entre fermer les temples, les églises et fermer l'école catholique n'est pas... C'est pas les mêmes... Non, ça ne donne pas les mêmes l'école catholique répond à la réglementation nationale en matière de scolarisation et donc de calendrier scolaire universitaire. Et ce calendrier s'impose à tout le monde, normalement. Donc, à ce niveau, c'est plus compliqué. Il faut que ce soit l'autorisation du ministre ou des ministres concernés. Et ça a été une scène de non-recevoir. En clair, on peut lire dans cette décision-là le fait qu'il y a même un peu de confinement à l'école qu'à la maison, finalement. Mais il n'y a que ça, réellement. En fait, les enfants restent plus à l'école qu'à la maison. Parce que quand les enfants qui vont à l'école, on parle des écoles catholiques, c'était à 7 h pour rentrer à 19 h, par exemple. Alors, si vous allez à 7 h ou rentrer à 19 h, vous passez la moitié de votre journée à l'école. Vous allez dormir 8 h. Il va rester combien? Celui qui est aux commandes a peut-être plus de leviers pour mieux analyser. Et vous dites, le temps va décider. Enfin, je pense que le temps donné à la au gouvernement du Bénin pour le sérieux et la rigueur, il a analysé cette situation. Moi, je le pense sincèrement. Je pense vraiment. Je suis un citoyen. Aussi analyste ou consultant, mais un citoyen quand même, il a la même voix que tout autre. Tout à fait. Donc, mais je pense que le gouvernement a bien pensé, a bien réfléchi, parce que on n'est pas dans les mêmes configurations. Et pour qu'on se dise la vérité, rien n'est encore alarmant. Rien n'est encore alarmant. C'est là que les responsabilités, ceux qui crient aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'ils réservent un peu leur énergie pour lutter directement contre les phénomènes, pour prendre les dispositions à leur niveau. Au lieu d'avoir le regard vers le gouvernement, se concentrer sur... Pour prévenir aussi. Si chacun dit, le virus je n'attraperai pas ce virus, et 2, il passera par moi. Mais il se fera vouloir ses pouvoirs, dit-on. Donc, cette affaire de on a fermé les écoles, il faut fermer les écoles, fermer les églises, les mosquées, là n'est pas la finalité. Là n'est pas vraiment la panacée. C'est une affaire de responsabilité. D'ailleurs, on a suivi Francis Dossou, le président du Conseil national de l'Ordre national des médecins, qui disait que c'est un virus assez faible. Le savon suffit. Ça, c'est accessible. On n'a pas besoin de gouvernement. Le président a raison. En fait, le savon. Je pense quand même que c'est un virus qui nous interpelle dans notre discipline.
Parce que ici, c'est pas comme l'autre qui est transmissible par le sang, ou tout ce qui est comme sécrétion nous met en difficulté. Ici, c'est un virus que nous portons et que nous transmettons en lâchant quelque chose, en toussant, en éternuant, ou par d'autres mécanismes. Mais le virus, donc, elle peut se poser. Il est dans l'air. En fait, on le met en l'air. Alors, vu ainsi, sa gestion est plus ou moins maîtrisable. Donc déjà, les fait partie du corps à travers le lavage de bain systématique, parce que l'eau, savon, comme on le conseille partout, le bain, on l'a partout quand même un peu d'eau, on peut le trouver efficace. Même si là où il y a des difficultés d'eau, parce que j'ai entendu, on dit oui, mais le gouvernement demande d'utiliser l'eau, mais il n'y a pas de l'eau partout. Oui, mais nos parents font quand même un effort. Donc, d'utiliser l'eau. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts de rendre l'eau accessible à tout le monde partout. Et les rares endroits où ça pourrait manquer. Bon, ils n'ont qu'à parler aux autorités sanitaires. Peut-être que ça va se gérer par gel. En tout cas, il faut poser le problème et que tout le monde soit convaincu et que soit mobilisé contre l'affaire. Il ne faut pas que les gens se mettent à la place du gouvernement. Laissez le gouvernement analyser les contours. Donc, nous avons mis en place un gouvernement, on a élu un président, faisons-lui confiance. Jusqu'à un moment où il nous trompe, où il va faire concession trahie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, moi, je pense que cette polémique, il faut qu'on ferme et qu'on puisse avancer sur des questions beaucoup plus pratiques. Surtout de la lutte contre le fléau. Entre autres choses aussi, sur lesquelles les gens polémiquent beaucoup, c'est la poursuite, on va dire, des activités au niveau aéroportier. Les vols continuent pas à venir. C'est vrai qu'il y a les confinements systématiques désormais, mais ça fait toujours parler parce que ça permet d'importer, en quelque sorte, le risque d'importer le virus. Oui, écoutez, oui, c'est vrai, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents de telle ou telle manière de fonctionner. Il y a toujours des droits qui ont leur droit, des gens qui ont leur droit à la critique, à l'observation, à des remarques. Non, on ne peut pas leur interdire. Après, il faut peut-être demander au comité qui gère tout ça de faire peut-être beaucoup plus de pédagogie dans la communication, et surtout en matière de convoyant vers les hôtels et de la gestion de l'accueil au niveau de ces hôtels, la gestion de la logistique au niveau de ces hôtels pour qu'il y ait moins de capacité qui crée des couacs. Donc, en fait, ouais, nous avons l'esprit facile en matière de critique. Nous critiquons très facilement. Et on est avant en appréciation. On ne sait jamais même dire merci. Quand on dit merci, c'est quand on dit je reconnais. Non, je salue le gouvernement pour cet effort. Je salue la mairie pour cet effort. Non, on n'est pas habitué à le dire. C'est quand même dommage. Parce que, oui, celui qui vous... Mais c'est votre argent qui prend pour vous donner quand même quelque chose dont vous avez besoin. Dites-lui merci. Merci d'avoir pris la peine d'aller me l'amener. C'est déjà beaucoup. Donc, là, maintenant, on ne l'amène même pas, on pense à votre place, on amène tout. Je pense que c'est à saluer. C'est à saluer, voilà. La poursuite, quand même, des activités, c'est risqué, il faut l'admettre. Le risque zéro n'existe pas, nulle part. Même ceux qui ont confiné tout le monde, fermé tout, mais après, les gens vont sortir, non? Tout à fait. Mais ils peuvent attraper le virus. C'est le point de la porte. Posé à tel endroit. Donc, le risque est là. Il faut l'amenuiser autant que faire se peut. Il faut le diminuer. C'est ce que les pouvoirs publics africains, notamment le gouvernement, essayent de faire. Oui, avec beaucoup de pédagogie d'ailleurs, parce que je pense que le message va passer. Il commence à passer. La période devrait être éminemment électorale. Voilà que les activités politiques de plus de 50 personnes suspendues, les campagnes, ce n'est pas évident. Quid alors de notre élection communale et municipale? Les élections communales sont prévues pour se dérouler le 17 mai. Le 17 mai. Je pense que on va devoir attendre la prochaine sortie gouvernementale sur les mesures. Le gouvernement a pris les mesures pour 15 mois, enfin pour 15 jours. Donc il nous reste encore quelques gens, enfin 8 ou 9, pour pouvoir nous retrouver et que le gouvernement fasse le point donc de ce qu'il a remarqué, qu'après que les préfets, les maires fassent des points, ça permettra au gouvernement d'avoir des éléments tangibles qu'elle a analysés. Sinon, disons que c'est pas reluisant. La situation. On ne peut pas se satisfaire
ce qui se passe à partir du moment où les partis politiques sont déjà totalement confinés, on peut le dire. Non, ils sont déjà dans leur élection, dans l'élection, dans les élections. Tout à fait. Et pas tous, mais ceux qui ont pu déposer pour le moment attendre le programme provisoire, ils sont pratiquement prêts pour en découdre. Mais autant faut-il qu'il y ait la plateforme, c'est-à-dire le prétexte, l'élection. Alors, est-ce que les élections se tiendront à bonne date? Rien n'est moins sûr, mais ici, rien n'est encore à affirmer, parce que nous estimons que courant avril, on va peut-être atteindre la courbe descendante. C'est le souhait qu'on a. C'est l'espérance. Ouais. D'ailleurs, peut-être la Guinée, hier ou avant-hier, a été au scrutin. On espère effectivement que ça s'améliore, même si aujourd'hui, de toutes les façons, là, les partis politiques sont désarmés, incapacité de faire une activité de plus de 50 personnes. C'est pratiquement un congé politique. Hein. Non, les partis ne sont pas désarmés. Les partis doivent trouver des mécanismes pour s'adapter. Ça, c'est une situation qui n'est pas une personne et qui n'est pas... Personne n'est à l'abri. Donc, je pense que au lieu de fermer Kazakh, tout ça là, non. Ils peuvent s'organiser et mieux gérer. Faire en sorte que leur message, quand même, aille vers les militants, utiliser les réseaux sociaux. Il y a assez de choses qu'on peut utiliser pour maintenir une dynamique nationale. Au niveau de la Sénat, de cette commission-là, qui quand même est au charbon en ce moment, les questions notamment de récépissé se gèrent là-bas. Parfois, c'est une affaire de foule. Est-ce que tout ça n'est pas risqué? Est-ce qu'on n'est pas souvent tenté de dire peut-être arrêtons à ce niveau-là? C'est des questions de foule. Les partis politiques, les médias, tout ça, c'est des foules. Oui, c'est des questions de foule, mais toutes les questions de foule ne donnent pas lieu nécessairement à suspension. Les marchés continuent de s'animer. Il y a des règles simples. Les règles pour aller voter, on ne se bouscule pas pour voter. Les gens doivent observer la distance du mètre l'un après l'autre. À partir du moment où la Sénat ne se plaint pas, il ne pose pas ces problèmes-là au niveau du gouvernement, donc je ne pense pas qu'il y ait à parler donc de fermeture, de suspension. Pour le moment, je pense que c'est au niveau du coach Lépi quelques difficultés, mais je pense qu'ils sont en pied d'œuvre et madame la vice-présidente de la Sénat a estimé qu'il n'y a pas de péril à la demeure, notamment par rapport à la liste électorale. Donc, essayons de voir, je pense que normalement, dans son propre programme, la Sénat a prévu le 23. Si la Sénat reporte, on saura. Et bon, donc, le nouveau calendrier doit être connu pour qu'on puisse avancer. Mais moi, je pense concrètement que à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de raison de reporter les élections. Mais le gouvernement est le seul à laisser ces éléments-là, ensemble avec l'organe de gestion de ces élections et sans doute la Cour suprême qui est chargée donc éventuellement. Alors, on n'en est pas encore là. On va dire un mot pour changer de sujet, dire un mot sur quand même les efforts à l'international, notamment pour peut-être au plus tôt trouver la solution. Beaucoup de laboratoires, beaucoup de structures sont dans le combat de la recherche de la solution. Ça pourrait peut-être payer. Je pense qu'il faut que, en dehors des chercheurs, des laboratoires de recherche qui sont en pied d'œuvre, il faut que les laboratoires de production de certains médicaments soient quand même aussi beaucoup plus dynamiques. Il me semble quand même que nous, si on manque des produits comme des gels, qu'on manque des produits comme le chloroquine, qui peuvent quand même confiner quelques masques. Quand je vois que la France utilise tellement de masques, ils ont confiné, ils ont demandé que les gens n'en exportent plus. L'Italie s'était plaint entre-temps pour ça. Voilà, est-ce que le principe c'est de ne plus en exporter ou en fabriquer suffisamment? Donc, quand même, le monde ne peut pas manquer de ces choses-là. Le monde entier. Donc, je pense qu'il faut encore plus. Je pense qu'il faut une coordination de ces efforts-là. Soit au niveau de l'OMS, qui fait beaucoup, qui en termes de renseignement, en termes d'information, soit au niveau... Enfin, on doit quand même avoir des réponses mondiales efficaces. Et actuellement, je ne pense pas, en dehors de l'OMS qui fait la coordination au niveau de l'information, il me semble que à l'international, chacun reste concentré sur la gestion de son cas. La situation en France montre combien c'est difficile pour les pays donc de s'ouvrir à d'autres dans la gestion de cette situation. Il faut faire en sorte que nous arrivions à une mutualisation des efforts et surtout pour que ce qui doit être disponible
ne manque le pas. soir. Le soir, celui doit être disponible. Quelle est la gravité, certes, mais que la solidarité se maintienne? Oui, la solidarité, est-ce qu'il existe déjà en la matière? L'action solidaire, on a vu la Chine offrir des vues de matériel au Bénin, venir à la rescousse du Bénin. Si on sait que la Chine, qui a connu le mal au départ, et on peut saluer cet effort de la Chine. Ensuite, maintenant, il faut voir. On ne parle même pas de solidarité en termes de donner des choses, mais nécessairement au moins maintenir dynamique, maintenir en circulation, faire en sorte que les produits qui doivent être en circulation pour la gestion de le soient effectivement, et que les gens n'en manquent pas. Donc, quand on dit qu'on manque de chloroquine, c'est quand même un problème. Cela dit, il ne s'agit pas de laisser le produit non plus exister pour que les gens en abusent, pour que les gens qui n'ont pas de besoins puissent en faire de stock. Donc là également, il faut peut-être là que la régulation doit jouer par rapport à la gestion donc, de la circulation des médicaments et autres produits exigés par la circonstance. Peut-être dans les efforts, vous vous êtes concentré bien évidemment sur la nécessité de laisser circuler ce qui doit se circuler. Peut-être l'Afrique pourrait contribuer aussi. On va dire, une médecine, même si elle est ce qu'elle est, elle peut, on ne sait jamais, peut-être. Bon, espérons que l'Afrique joue également, parce que les Africains, non, quand l'Africain se retrouve dans les conditions dans lesquelles, dans certaines conditions, l'Africain, il devient beaucoup plus efficace. Efficace. En tout cas, il impacte beaucoup, il produit donc de sa science, il en fait état suffisamment clairement. Donc oui, nous pouvons contribuer à cette réponse donc, en matière donc, de maîtrise de ce virus et peut-être des médicaments ou vaccins, en tout cas des palliatifs qui permettent de juguler un peu la pandémie et donc d'espérer de lendemain meilleur. Je pense que les Africains ne sont pas sans doute en train de dormir. Mais le problème, vous savez, la réponse, elle n'est pas dans la médecine moderne. Elle ne serait pas sérieuse toujours parce que très peu de personnes, même si les gens en font recours, les médecines alternatives n'ont pas encore réussi à détourner la médecine classique, la médecine ordinaire, la médicale conventionnelle. Donc voilà. Alors donc les efforts que nos chercheurs en pharmacopée, que nos chercheurs font en recherche en matière de santé, de recherche des alternatives locales, peuvent également aussi porter. Mais il faudrait que les responsables de ce secteur se donnent beaucoup de sérieux et du temps donc, pour pouvoir convaincre et du sérieux pour rassurer. Alors, on va peut-être changer de sujet, parler de notre deuxième sujet. À présent, la NLC, là-bas, l'actualité, vous le savez bien, c'est le départ de l'équipe qui était en place et l'arrivée d'un intérimaire. Déjà, pas d'amalgame. Le mandat de Jean-Baptiste Elias était fini. Les gens ont parlé de suspension, pas d'amalgame. Non, il n'y a pas eu de suspension. Je pense que le mandat est venu effectivement à terme. Il devait être un nouveau mandat devrait être lancé, une nouvelle mandature. Donc de nouvelles délégations. Il faut dire que au regard des dispositions de l'article 5 de la loi 2011-20 du 20 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connues en République du Bénin, l'autorité nationale de lutte contre la corruption est composée de 13 membres à raison de 1 désigné, pas des structures, un désigné ou nommé, ça dépend. Par exemple, quelqu'un de la police nationale, quelqu'un de la gendarmerie, mais voilà maintenant que la police et la gendarmerie ont fait bloc. On a prévu quelqu'un de l'institut de l'IGE et c'est l'inspection générale d'État à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Oui, déjà non, donc ça fait déjà un peu des structures qui existaient, mais qui membres. 3 déjà, oui, on a la police républicaine, et aujourd'hui, alors qu'avant c'était la police et puis c'était la gendarmerie. Donc il y a de ces cas, rien qu'au niveau de la désignation, qui crée une certaine situation où il faut peut-être amener la loi.
Mais au regard de ça, au-delà de ces cas, il n'y a que l'option du gouvernement de relier carrément cette loi est une très belle option parce que, en fait, ce texte n'a pas été bien pensé, il faut le dire. Et c'était bien d'avoir l'initiative elle est bonne. Réglementé, d'avoir créé une législation spéciale sur la question de la corruption. C'était nécessaire, c'était utile. Le président de l'époque, le président Boni avait à l'époque fait un discours quand la loi a été votée. Donc on était dans un contexte où on en avait vraiment besoin. Le Bénin avait été salué, nous avons fait un bond au niveau des indices en matière de lutte contre la corruption. Mais après parce que simplement la structure s'est révélée beaucoup trop enfermée dans des textes incohérents. Les tests n'étaient pas cohérents. Les tests n'étaient pas cohérents. C'est une structure de sensibilisation tout simplement en matière de lutte contre la corruption. Donc, je pense que si l'État a besoin de créer une structure, il faut qu'elle crée une structure forte, coercitive, impactante, pertinente, peut-être aussi efficace, utile. Pardon? Possibilité de l'indépendance d'une telle structure? Non, le point n'est pas l'indépendance. Vous savez, l'indépendance, c'est quoi? C'est la justice qui sanctionne. La NLC ne peut pas être une structure une juridiction. Non, c'est pas de créer une nouvelle juridiction. Puisque la NLC ne peut pas juger les gens. Mais c'est une administration, c'est une autorité administrative indépendante. Donc, vu ainsi, elle ne peut qu'être ce qu'elle est. Mais lui donner des raisons d'être impactant. Des raisons de faire un certain nombre d'investigations. Et une fois les investigations faites, que le juge qui est saisi ou le procureur qui est saisi soit obligé de déclencher l'action, tout au moins d'ouvrir une information et de confier le dossier à un juge d'instruction pour que le juge d'instruction fasse le travail. Pour pas que ce soit par exemple le procureur qui encore apprécie la pertinence de l'alerte. C'est son droit, Mais quand je dis que on met en place une structure de gens avec plein de personnes provenant de plusieurs secteurs qui quand même c'est le saisir d'un dossier, je pense que il faut créer une situation où la personne de la justice, parce qu'il y a quand même un magistrat qui siège à la NLC. Les deux magistrats qui ont siégé, les deux mandatures, c'est des hauts magistrats, c'est des gens qui viennent de la Cour suprême, Feu Diogo Biyi, et même celle qui a fini actuellement aussi, elle vient de la Cour suprême. Donc c'est pour dire que c'est quand même des magistrats qui ont déjà fait leurs preuves dans les juridictions de base, dans les juridictions intermédiaires, et s'ils sont allés à la Cour suprême, donc on peut leur faire confiance en disant, si ces gens-là envoient les dossiers, ces dossiers peuvent être confiés à des juges d'instruction. Ça, c'est ce qu'on avait déployé quand nous étions là, parce que on était là. Moi, j'ai fait la NLC de 2013 à 2017. Et en ce moment-là, on devait finir en 2016, mais le processus de renouvellement a pris du temps qu'en 2017. Et on peut dire qu'aucun des dossiers que la NLC attendait au procureur n'a donné lieu à une poursuite. Il y avait quand même des éléments suffisamment graves, en tout cas des éléments en tout cas suffisamment assez pertinents pour donner lieu à une enquête tout au moins. Donc cette ANLC-là n'est pas opérationnelle, il faut la réformer. Oui, elle n'a pas été opérationnelle, elle n'a pas été pertinente, elle n'a pas été impactante, elle n'a pas été déterminante. Disons qu'elle a fait de ce qu'elle peut, elle a essayé. Donc par rapport à sa mission de faire ce qu'elle devrait faire, mais honnêtement, je pense que c'est une très bonne décision. Il faut que l'État choisisse si il adhère aux conventions que nous avons signées ici et là, au niveau mondial, au niveau africain, au niveau de la CEDEAO, par rapport à la lutte contre la corruption pour mettre en place des autorités nationales. Bon, si l'État est d'accord, donc l'État essaie de trouver une autorité qui réponde aujourd'hui à l'ambition du chef de l'État et qui réponde à l'exigence au niveau international. Donc, et aussi alors, par rapport au nouveau schéma d'organisation de la justice, de la structure de la justice au Bénin, il faut trouver un mécanisme pour que les rapports entre la NLC et la justice soient des rapports assez ouverts, fluides,
Des experts peuvent réfléchir à ça. Il y a des modèles, notamment dans certains pays anglophones, qui peuvent être intéressants et qu'on peut regarder de près pour pouvoir peut-être nous en inspirer. Voilà, donc à ce niveau, le gouvernement pratiquement semble vraiment être sur la même longueur d'onde que l'opinion nationale. Il n'y a pas eu grand bruit, finalement. Pratiquement pas. On a un gouvernement qui a été élu pour agir. Enfin, un chef d'État qui est élu, qui a mis en place un gouvernement. Bon, donc, lorsque ces choses interviennent, tout le monde essaye d'en... Je pense que vous avez raison. Je pense que vous avez raison. Que, effectivement, ça ne peut... Il n'y a pratiquement pas... Si on doit faire un sondage, je pense qu'effectivement, la mesure passe parce que... Je pense que beaucoup pensent comme le gouvernement, que... Il faut réformer. C'est pas la peine de laisser continuer une telle structure. Elle peut être utile, elle peut être très utile. Il suffit juste de trouver le mécanisme. Le mécanisme, alors aller ou ne pas aller. Ou le président peut dire, ok, je dénonce les accords, je ne veux plus avoir ce genre de structure. Ça fait là, moi, je pense que la création de la CRIET a contribué énormément à opérationnaliser la volonté gouvernementale de lutter contre. Tout à fait. De lutter contre. Donc, des mesures gouvernementales, administratives ajoutées à sa volonté de tolérer des écarts à la loi. Je pense que l'un dans l'autre, le gouvernement lui-même a pris au collet ce volet de lutte contre la corruption au point où même la NLC, cette mandature n'a pas, la mandature finissante n'a pas eu vraiment de matière. Quoi que ce soit parce que tout sortait déjà maîtrisé par le gouvernement lui-même, qui prenait les devants et qui confiait les dossiers aux juridictions compétentes pour pouvoir opérer. Alors, si la décision de réformer n'a pas fait jaser, il y a tout de même quand même petit débat autour d'un aspect, l'intérim. Le ministre secrétaire du palais, si vous voulez, Koupaki, lui qui doit assurer l'intérim, est-ce que c'est la bonne personne, la meilleure figure, la meilleure option? Bien, alors vous dites le secrétaire du palais, non, c'est pas le secrétaire du palais, c'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Alors c'est une institution, la présidence de la République. Après on dit le palais c'est beaucoup plus terre à terre, plus léger. Et quand on dit le palais, c'est un peu comme là où réside le chef de l'État. Non, ici la présidence de la République, c'est une grosse institution, c'est une machine. Et cette machine cette haute administration a des structures autonomes qui sont rattachées. Tout à fait. Donc cette haute administration a des structures autonomes qui sont attachées. Et c'est comme le conseil des anciens combattants, ou l'Office national des anciens combattants, par exemple, la grande chancellerie de l'ordre national du Bénin, le médiateur de la République. L'ANC était... L'autorité nationale de lutte contre la corruption. Exactement. Donc, l'autorité nationale de lutte contre la corruption est rattachée à pour tutelle le président de la tutelle de l'ANSC, c'est la présidence de la présidence. C'est vrai que ça ne se percevait pas assez. Non, je vous dire des structures autonomes. Même la commission électorale nationale autonome, rattachée à la présidence de la République. C'est-à-dire que c'est des structures autonomes, indépendantes, mais ce ne sont pas des institutions. Et puis, ce ne sont pas des institutions, il leur faut un ancrage administratif, institutionnel. Il faut quelqu'un pour répondre d'eux. Et vous voyez donc les budgets de ces structures sont des budgets logés à la présidence. C'est le budget de la présidence de la République qui on peut comprendre maintenant les budgets du secrétariat. Voilà, donc ces budgets. Donc il y a des structures propres et puis il y a des structures sous tutelle. Donc ces budgets-là, par exemple, quand ces budgets sont votés, après chacun prend ce qui lui concerne. Alors les structures qui sont comme la NLC sont des structures indépendantes, ils n'ont pas besoin de l'autorisation du chef de l'État pour agir tant que la loi a organisé les rapports. Peut-être qu'il faut faire un rapport annuel. Moi, vous avez une autorité sous tutelle, enfin, de tutelle pour attirer son attention comme sur tout ce que vous voulez faire, sur tout ce que vous faites. Donc, on envoie au gouvernement, au chef de l'État, le plan d'action, par exemple. On l'informe que nous voulons lancer telle action. Et on demande parfois à être reçu. Et logiquement, c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui est l'autorité. En fait, c'est le patron de l'administration de l'Assemblée, de la présidence de la République. Donc, vous comprenez que, en fait, qu'on désigne Pascal Irene Koupaki comme intérimaire, comme président qui gère les affaires courantes, c'est que le chef de l'État n'a pas voulu
continuer à faire exister une structure qui ne fonctionne plus réellement, par du fait que nos textes ont évolué, a préféré simplement qu'une fois, vous voyez, le président et le gouvernement, le chef d'État a eu une double délicatesse. La première délicatesse, c'est de laisser le mandat aller à son terme. Quelqu'un aurait dû mettre à ça, en disant, bon voilà, au regard des nouvelles donnes, non, je me fais, non, à laisser le mandat aller à son terme. Respect de la loi. La seconde délicatesse, c'est de ne pas mettre en place une structure intérimaire. Mais que de rattacher simplement la structure et de ne pas dissoudre la structure en disant non, c'est de la rattacher simplement à son ancrage institutionnel en disant le secrétaire général de la présidence de la République qui est déjà le répondant au niveau de la présidence de la République de cette structure en prend les commandes pour gérer les affaires courantes. Et quand on dit vous gérez les affaires courantes, c'est que vous ne prenez pas d'initiative nouvelle. Il faut liquider presque ce qui est en cours. Hein, parce que c'est quand même une administration. Il faut liquider ce qui est en cours en attendant qu'on aboutisse à autre chose. Donc parce qu'il n'a pas pris une responsabilité particulièrement nouvelle, il a déjà, en tant que ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, il avait déjà son regard sur le fonctionnement de la NLC. C'est normal que ce soit lui. Et c'est, comme je vous l'ai dit, c'est une délicatesse de la part du chef de l'État. C'est vrai qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y a déjà la criette, vous l'avez souligné, sinon, il y a quand même cette interrogation sur la position nouvelle, la position du gouvernement avec la présence de Irénée Koupaki. On se disait, il y a quand même une position délicate de juge et à la fois parti, parce que l'ANC quand même, ça devait dénoncer tout ce qui vient de l'appareil, mais voilà. Ah non, la mission de oui, si au niveau mondial, au niveau continental ou sous-régional, on en est arrivé à demander qu'il y ait des autorités nationales. C'est tout simplement un peu comme les commissions, voilà. Commissions autonomes. En fait, tout ça, c'est des fonctions, au départ, toutes ces fonctions revenez à l'État. Des fonctions régaliennes de l'État, qu'on monte. Enfin, la justice est un pouvoir. Et la corruption est une infraction. En tout cas, elle est infractionnisée par disons, l'incrimination qui est faite par la loi, selon l'acte qui est posé. Soit c'est un délit, soit c'est un crime, ça peut être une contravention, mais je pense que c'est délit ou crime. Alors donc, délit ou crime, donc ceux qui doivent en connaître, c'est ça, se connaissent. Donc logiquement, soit c'est une autosaisine, donc c'est la police directement qui tombe sur le dossier, ou bien qui a été prévenu, ou bien qui est un flagrant délit. Et donc, le PGR saisit du dossier, saisit le procureur, le délinquant est présenté au procureur, le procureur le met sous mandat, ou bien le procureur transmet le dossier à un juge d'instruction qui gère. Voilà, c'est un processus. C'est le processus normal. Ou alors le gouvernement, d'habitude vous l'entendez, le gouvernement a connu de tels dossiers, le gouvernement a demandé au ministre de la Justice donc de prendre les dispositions pour saisir les autorités judiciaires compétentes. Alors donc, soit c'est le procureur de la République qui est saisi, qui est instruit par le ministre de la Justice, donc d'ouvrir une opération, d'ouvrir une enquête. Enfin, je pense que le gouvernement opère souvent par ça, par le procureur de la République. Voilà. Donc, c'est des fonctions. Alors, quand on a créé l'autorité, dans les pays où ça a été créé, c'est comme c'est pas une cour, c'est pas un tribunal. L'autorité ne peut pas juger. En tout cas, dans notre système, on n'a pas érigé la NLC en tribunal ni en cour. Donc, la NLC ne peut pas être dans le système francophone, je ne pense pas, je peux me tromper. Donc, quelqu'un me relève si je me trompe. Mais je ne pense pas que dans le système francophone, que ces autorités existent en termes de cours ou de tribunaux. Donc, c'est des autorités administratives indépendantes. Et elles sont administratives indépendantes. Donc, leurs décisions n'emportent pas la justice, ne lient pas la justice. Une enquête de l'ANLC ne lit pas du tout le procureur, ne lit pas, et encore moins le juge d'instruction. Une enquête de l'ANLC, un document, vous pouvez faire un rapport 1000 pages, tout comme le gouvernement peut faire un rapport de 1000 pages et l'envoyer au procureur. Le procureur regarde, ça l'intéresse, soit le dossier va en flagrant délit, soit le dossier va en instruction. Et bon, si ça va en flagrant délit, seul le juge qui connaît le dossier va apprécier et peut ne pas suivre le gouvernement dans sa décision. Tout comme quand ça va en instruction, le juge qui prend le dossier et qui l'étudie peut ne pas suivre l'exécutif dans son... Donc, c'est pour vous dire quoi? Que, en fait, le travail du gouvernement, tout comme le travail de l'ANLC étant une administration
autonome, indépendante. Hein, donc, le travail de ce type d'agence ou de gouvernement, c'est de recenser ces cas et de les transmettre à la justice pour action appropriée. Dès lors, la justice avise. C'est selon ses textes et sa réglementation et ses structures. Donc, voilà normalement ce qui doit se passer. Ce qui est déploré dans le cas de la NLC, c'est que autant nous étions dans un contexte où l'immobilisme du gouvernement ou des gouvernements était dénoncé. Alors on a estimé que des autorités administratives indépendantes pourraient permettre d'aller plus vite et donc en mettant en place des structures qui échappent au gouvernement, en tout cas au contrôle systématique à la vie préalable ou à l'initiative du gouvernement, que ça devait aller plus vite. Mais je fais que depuis 2016, avec l'avènement du président Talon et la création de la Cour criminelle de répression des infractions économiques et du terrorisme, que depuis lors, les choses vont plus vite. Très vite. Et donc, le gouvernement aussi a élargi l'assiette d'offres en matière de justice, en matière d'agence de justice. Les cours, on a aujourd'hui les chambres administratives des cours, enfin des juridictions de base. On a les tribunaux de commerce qui sont installés. Donc, il y a assez d'offres aujourd'hui pour que certains dossiers aillent directement pour être tranchés à ce niveau-là. Oui, le gouvernement semble plus rapide. Mais c'est le gouvernement qui a l'initiative. En principe, si le gouvernement joue son rôle normalement, la NSC n'a pas de raison d'être. C'est son travail normalement. Que veut le peuple? Que justice soit justice. Alors donc, simplement le gouvernement prend les mesures pour que les dossiers qui doivent aller devant le juge au niveau de l'institution de justice va à l'institution de justice. Les structures comme la NSC n'ont plus de raison d'être. Ouais, non. Donc, ce n'est pas obligatoirement que ça doit exister. Ce n'est pas ailleurs, c'est une direction du ministère de la justice. Ailleurs, c'est des autorités facultatives, enfin, c'est des conseils ad hoc, ainsi de suite. Donc, le schéma peut évoluer. Moi, ce que je pense, c'est que, à mon avis, l'ANSC ou quelque chose de cette nature doit pouvoir continuer à exister. Pour moi, humblement, je pense qu'il faudrait effectivement que la loi soit relue pour que il existe quelque chose d'un peu plus cohérent, peut-être plus resserré, mais plus impactant, pour que, une fois que le président Talon va finir, et que d'autres qui vont prendre le relais ne tombent plus non plus dans la routine, et que nous puissions avoir un organe qui permette, au cas où le gouvernement ne serait pas disposé à agir, que ce soit une structure quand même bien. Donc on essaie de voir un peu les équilibres des institutions, ce qu'on peut faire, ce qui est fait ailleurs, et les bonnes pratiques d'ailleurs, s'inspirer de ça pour avoir une structure plus impactante. Voilà, donc on a plusieurs cas de figure possibles, mais pourvu que ce qui sera retenu soit donc profitable et impactant. Oui, ça permet au moins à ceux qui travaillent là aussi d'être fiers parce que de leur travail, parce que bon, parfois on vous regarde comme si vous étiez budgétivore, comme si vous ne savez pas grand-chose, parce que simplement ce que vous faites, vous savez, le Conseil économique et social est connu pour que ces recommandations soient faites directement au chef de l'État. Là, c'est connu, donc on va dire, mais vous faites quoi? On va dire, ah non, nous avons transmis nos recommandations au chef de l'État, c'est ça. Et normalement, c'est le chef de l'État qui avise de l'usage à faire de la recommandation. Après, il faut des études. Au même moment, la NSC saisit le procureur de tous les cas qui lui sont parvenus. Bon, le procureur d'agir. Mais lorsque sur 3 ans ou 4 ans, vous saisissez le procureur d'une dizaine de dossiers, il n'a pas bougé. Sans suite. Bon, vous comprenez que vous ne savez pas grand-chose, parce que ça veut dire quoi? Bon, à quoi bon dénoncer si ces dossiers ne donnent lieu à aucune suite? On peut se sentir frustré. Vous allez saisir le gouvernement, vous vous plaignez, mais le gouvernement, s'il n'a pas envie que ça tourne, ça ne tournera pas. Et voilà maintenant, depuis 2016, il y a le gouvernement qui semble plus rapide et qui a les moyens, puisque c'est lui qui a la haute administration. Aujourd'hui, et bouge les choses. Quand on dit il faut essayer de bouger le mammouth et faire en sorte que la corruption soit totalement jubilée dans le pays là. Donc, vous voyez, ça a mis la MS un peu entre griffes au chômage. Au chômage. Et voilà, donc, d'où la nécessité de revoir les textes. Régler la question des structures qui n'existent plus. Tout à fait. Donc, faut plus mettre en place une organisation avec des représentations aussi avec pas des structures ad hoc, pas des trucs créés ponctuellement, surtout des trucs créés par décret,
Ouais, donc, quand c'est des organes créés par décret qui doivent encore ça peut disparaître, ça peut à tout moment. Il faut que ce soit des choses, quand on dit, la NSC doit être composée d'inspecteurs des finances, d'agents de sécurité publique, en droit d'OPJ, d'officiers de police judiciaire, ainsi de suite. On a dit 2 OPJ, l'un de la police, l'autre de la gendarmerie. Ce disant, on est resté dans l'organisation classique. Et voilà maintenant que nous avons une police républicaine ou d'une police de gendarmerie n'existe, mais une police républicaine tout court. Donc, vous comprenez que il faut faire attention pour ces gens de choses. Mais dans d'autres cas, l'article 1 de la loi normalement explique tout ça et donne les définitions et même parfois les précisions sur la gestion de ces mutations au cas où elles advenaient. Alors, on va demander au consultant la conclusion qu'il fait, ne serait-ce que partielle, de ces 2 sujets-là de ce jour, de ce dimanche. Non, on a déjà conclu sur l'autorité. Je pense que le chef d'État, comme je l'ai dit, il a fait preuve vraiment de délicatesse dans cette gestion de dossier ANLC. C'est à saluer. Tout comme d'ailleurs, il a fait d'ailleurs au niveau même de la gestion du dossier Corona. Je pense que on doit se féliciter d'avoir un gouvernement, un homme à la tête du pays, un homme qui essaye de voir plus loin, de faire une bonne analyse, donc de mettre la réflexion devant l'action et donc d'associer et les siens, et donc notamment par rapport au Corona et le Conseil des ministres, après quand même extraordinaire, après un temps. Donc ça veut dire quoi, qu'il y a eu des débats, qu'il y a eu des échanges. Et quand vous regardez les 11 mesures, vous sentez quand même que c'est un travail qui a été rondement mené. Donc, il faudrait que nous nous félicitons de cette dynamique au niveau de l'exécutif. C'est pas souvent le cas. Et en 60 ans d'indépendance, je ne pense pas que nous ayons toujours cette célérité et cette posture, disons, élégante dans la conduite des affaires. C'est pas toujours le cas. On a beaucoup déploré à certains moments un certain nombre de léthargie, d'immobilisme ou de clientélisme. Bon, tout ça aujourd'hui semble derrière nous. Félicitons-nous de cela et continuons à gager que ça se poursuive et que ça se renforce. Voilà, en dehors de cela, je pense que tous ces cas, que ça lutte contre la corruption, que ce soit coronavirus, tous ces cas interpellent. Nous interpelle individuellement. Quand vous avez écouté M. Raïbia Moussa, si vous êtes métaphysicien, ou bien si vous êtes spiritualiste, si vous êtes quelqu'un qui se la donne un peu à la méditation, vous devez tirer beaucoup d'éléments dans ce qu'il avait à dire. Quand on écoute le docteur ici, Melchior, qui est en charge de cette question d'épidémiologie. Donc, on doit pouvoir comprendre également aussi l'origine de ce virus et les moyens, la manière dont on doit s'y prendre, pour pouvoir faire barrière et affronter cette période difficile jusqu'au moment où peut-être la coupe va être inversée et nous allons atteindre un niveau assez satisfaisant donc de sérénité, de sécurité. Peut-être que des moments difficiles vont encore venir. Il appartient au peuple, aux populations et surtout aux leaders d'opinion d'être soudés, d'être disciplinés, d'être cohérents et d'être pédagogues par ailleurs dans leur environnement. Voilà, c'est un fléau de notre temps. Nous devons être mobilisés pour y faire face. Se mobiliser, donc s'unir pour faire face à ce fléau-là, bien évidemment, la solidarité, l'union. Merci à vous, consultants. Merci pour les efforts de tous les dimanches, d'ailleurs de tous les jours, parce qu'il faut le rappeler, matin et soir, le plus souvent vous êtes là pour réagir sur l'actualité, donner votre point de vue sur l'actualité. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Ne quittez pas la politique et les enjeux politiques, la gouvernance, les enjeux de la gouvernance et même les questions de santé, comme cette question qui tient tout le monde. Nous sommes toujours là à vous faire écouter les réactions et l'évolution des situations. Merci d'être nos alliés dans ce combat-là. À dimanche prochain.